Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Je vous propose aujourd'hui que l'on s'interroge sur la place des enfants dans nos villes. Pourquoi les enfants vivent autant enfermés aujourd'hui ? Quelles seraient les solutions pour que les enfants retrouvent l'extérieur sans nécessairement être surveillés par un adulte ? J'ai l'immense chance aujourd'hui d'avoir à mon micro Thierry Pacaud, philosophe, spécialiste de l'urbanisme et surtout grand défenseur des enfants. Je vous laisse entre de bonnes mains et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes philosophe et un grand spécialiste de l'urbanisme. Vous avez publié une 60aine d'essais et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un essai qui a retenu mon attention. Il s'appelle Pays de l'enfance et il a été publié aux éditions Terre urbaine. Vous y expliquez via un voyage à travers le temps pourquoi les enfants sont devenus les grands oubliés de l'urbanisme. Et j'aimerais que vous nous partagiez vos observations que vous faites vis-à-vis de la place des enfants dans nos sociétés modernes en général. Alors, j'ai commencé à travailler sur cette question des enfants au moment de Habitat 2, ce qui est une rencontre des Nations Unies sur la ville et le logement. La première avait lieu en 1976 à Vancouver, la deuxième à Istanbul en 1996. Et là, j'ai préparé un livre collectif qui s'appelle Le monde des villes, où j'essayais de traiter tout ce qui se faisait dans la ville. Et puis, en lisant les épreuves, je me suis aperçu que je n'avais pas traité des enfants. Alors, je m'en voulais. Et il était trop tard pour que je trouve un spécialiste ou une spécialiste, donc je m'y suis mis moi-même. Et je me suis aperçu avec stupéfaction qu'il y avait très, très peu de documentation. Et que principalement, il s'agissait des enfants des grandes mégalopoles du tiers-monde qui vivaient dans les rues, qui étaient victimes de la prostitution, victimes de la drogue, etc., etc. Et qu'en fait, les enfants des pays développés, des pays riches, comme on disait à l'époque, eh ben, personne ne s'en préoccupait vraiment. Et puis, moi-même, je me suis aperçu que dans les rues, j'en voyais moins qu'auparavant, ou moins que dans mes souvenirs d'enfance. Mais il faut toujours se méfier des souvenirs, évidemment, et sans trompeur. Alors j'ai continué à amasser de la documentation et puis, très, très progressivement, je me suis aperçu que ce qui intéressait, les chercheurs et aussi les pouvoirs publics, c'était le rapport à la santé, tout d'abord, donc la question de l'obésité qui apparaissait dans les pays, développés et qui était due au fait, que l'enfant était assez sédentaire, mangeait mal et surtout était captif des écrans. Et toujours rien sur la ville, toujours rien sur ce qui se passait dehors. Alors, j'ai continué à réfléchir à ça et j'ai eu l'occasion de réaliser une exposition en 2016 à Dunkerque que j'ai appelée la ville récréative. Et en fait, c'est assez amusant parce que la première exposition qui avait eu lieu en 1976 à Beaubourg sur la question n'avait pas été suivie par d'autres expositions. Donc, de 76 à 2016, à nouveau, rien. Et dans la bibliographie qui était proposée dans le catalogue de Beaubourg, les auteurs les plus importants étaient très très peu connus. Je pense à Marie-Josée Chambardelot, qui est par ailleurs la femme de Paul-Henri Chambardelot, le grand sociologue de l'urbain. Elle s'était intéressée aux enfants et avait beaucoup travaillé avec des études comparatives sur le jeu, la place du jeu dans la rue, d'un village, d'un quartier de Paris ou d'un quartier d'une ville de province. Donc il y avait cette étude comparative qui était tout à fait intéressante et que j'ai essayé de refaire avec peu de moyens, 50 ou 60 ans plus tard. Et là, je me suis aperçu avec stupéfaction que tout était plus dramatique, que l'enfant qui jouait dans la rue, qui allait à l'école tout seul à pied ou à vélo dans les années 60-70, qui passait 5 ou 6 heures par jour sans un adulte, tout ça avait disparu, que maintenant ils étaient hyper surveillés et je caricaturais en disant que même des parents rêveraient de pucer leur enfant pour les géolocaliser en permanence et puis les protéger, je ne sais pas trop de quoi du reste. Parce que la vie elle-même est un risque et donc le plaisir de jouer se nourrit aussi de cette appréhension qui est le risque.
Donc, là encore, je me suis aperçu que notre société essayait de de formater des enfants obéissants, toujours les mêmes et qu'il y avait deux dispositifs qu'il fallait revisiter et c'est ce que j'ai fait dans ce livre, l'école et puis la fabrication urbaine. Alors, l'école, bon, c'est un sujet que vous connaissez bien, qui est énorme. Je dirais simplement que, j'ai lu et relu, mais il faut être honnête, j'ai surtout lu, pas découvert ce qu'on appelle les pédagogies nouvelles, qui sont centenaires, donc elles sont plus très nouvelles. Des gens comme John Dewey, comme De Crowley, comme Froebel, comme Célestin Freinet, etc. Bon, et certains d'entre eux m'ont passionné, en particulier Patrick Guédès et une de ses étudiantes, Mabel Barker, qui considère que l'enfant doit avant tout découvrir, explorer le milieu dans lequel il vit. Donc un petit enfant d'une ville doit sortir de l'école et aller voir dans la ville ce qui s'y passe, parce que c'est son milieu naturel, avec des guillemets. Et que du coup, l'école est une sorte de base arrière, mais que la réalité n'est pas dans les livres et qu'il ne faut pas considérer l'enfant comme une sorte de réceptacle où un adulte qui serait très attentif à l'enfant dirait ben voilà, il faut absolument qu'il apprenne, qu'il sache ça parce qu'il en aura besoin plus tard pour devenir adulte. Non, non. Elle et tous ces autres pédagogues partent du principe qui est le suivant, tout enfant a un premier enseignant qui est lui-même. Alors ça, c'est un point très important. Le deuxième point, c'est que tout enfant n'apprend que ce qu'il perçoit, ce qu'il fait, ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve. Ça, c'est un deuxième point excessivement important. Et à partir de ces deux points-là, j'ai suggéré, j'ai trouvé une formule comme ça, euh, qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle a été reprise par des mouvements associatifs, donc ça m'a fait plaisir. J'ai défini l'enfant comme un chercheur d'or, H-O-R-S, hors du corps de sa mère, hors de son berceau, hors de sa classe, hors de sa ville, etc. etc. Et donc je crois que l'enfant, comme tout être humain, grandit en lui-même en allant voir ailleurs s'il s'y trouve. Il faut donc toujours favoriser l'exploration. C'est pour ça que la discipline indisciplinée qui est ma préférence, c'est le jeu. Le jeu parce que c'est par le jeu que l'enfant apprend des règles, c'est par le jeu que l'enfant apprend à se défendre, à découvrir aussi ses cinq sens, etc., etc. Il y a toujours des espèces de petits défis, mais qui ne sont pas des défis de compétition dignes des JO. Non, non, c'est des petits défis pour soi-même, pour faire connaissance avec soi-même. Et bien souvent à l'école ou dans les jeux, on ne met pas en avant cette idée que le but du jeu, c'est soi-même. Et, et donc, connais-toi toi-même, hein, c'est un très beau principe, hein, qu'il faut toujours garder au fronton des écoles, si on garde les écoles. L'école, je précise tout de suite que ça vient du grec oikos, pardon, ça vient du verbe scoler, excusez-moi, du mot scoler grec, qui signifie le temps pour rien d'autre que soi, la connaissance de soi et d'autrui. Donc c'est un temps pour rien. C'est traduit en latin par osium, c'est-à-dire le loisir. Et il faut reconnaître que l'école, c'est pas du loisir. Vous voyez l'emploi du temps, vous voyez les cartables des enfants, c'est rempli de trucs et c'est trop lourd, ça sert strictement à rien tout ça. Et donc c'est ça qui était le point de départ de ma réflexion. Et qu'est-ce que ça dit sur la place des enfants dans nos villes aujourd'hui? Alors dans les villes d'aujourd'hui, bon, d'abord les villes d'aujourd'hui sont des villes qui ont été, c'est le processus d'urbanisation planétaire que j'ai étudié, comme vous l'avez très gentiment indiqué dans plusieurs livres. Cette urbanisation planétaire s'effectue simultanément, parce que ça va avec l'automobilisation. Et donc, à partir du moment où toute la forme, la typomorphologie des villes dépend de l'automobile pour se déplacer, l'automobile pour se garer, etc. Bon, eh bien, on doit faire avec ce personnage nouveau, cet animal domestique qu'on a si mal domestiqué, qu'est la voiture. Et donc, l'enfant, la différence entre un enfant il y a 50 ans et aujourd'hui, c'est que la rue est dangereuse. Ça, c'est une évidence, d'autant plus que l'enfant n'acquiert son système optique adulte que vers 11 ans. Donc avant, il n'a pas la même perception des dangers que nous. Il ne peut pas regarder de la même manière que nous sur 360 degrés. Donc pour essayer de prévenir un éventuel assaillant qui viendrait l'attaquer. Et donc l'enfant
finalement, on essaye de le protéger, ce qui est très gentil de la part des parents, mais on le protège de sa propre capacité à être autonome et ça, c'est pas bien parce que c'est par son autonomie que l'enfant peut se protéger lui-même de ces obstacles, qui sont très nombreux dans la ville. Prenons un parcours d'un enfant qui va de chez lui à l'école. Ben, tout est rien n'est fait pour lui. La signalétique n'est pas à sa hauteur, il y a pas d'aire de repos, il y a pas de petit jardinet où il pourrait, s'arrêter 5 minutes. Les trottoirs sont souvent pas très, très larges et puis, quand il arrive devant l'école, il y a des potelets qui on le canalise le flux des enfants pour les faire pénétrer dans l'école et puis l'école, c'est des bâtiments, d'architecture assez affligeante et évidemment, avec une cour de récréation, qui n'est pas, un cours de récréation comme je le raconte dans mon livre, parce que la récréation, c'est le temps fort de la vie scolaire et ça, il faut bien l'avoir en tête. Quand j'avais terminé mon bouquin, je trouve dans la presse anglaise un article, 85 des enfants, c'était au moment de la rentrée scolaire, 85 des enfants sont ravis de retourner à l'école. Oh là là, je me dis: «Zut!» je dis l'inverse dans mon livre. Alors je lis l'article et l'article dit: 85 des enfants sont ravis de retourner à l'école pour retrouver les copains. Et donc c'est ça que j'ai qui est essentiel. C'est le retour de bah, évidemment, on a plein de choses à se raconter depuis les vacances, bon et l'école, c'est les autres. Hein, ce n'est pas, les cours, c'est parfois des enseignants, mais il ne faut pas non plus, trop, rêver et l'école, c'est cette esp ça devrait être, ce temps, où on apprend de soi. Bien sûr. Est-ce que dans vos recherches, vous avez vu, des pays où il y a certaines villes qui sont bien plus adaptées aux enfants? Alors, il y a quelques villes, bon, évidemment, on prend l'exemple de Bâle parce que c'est à Bâle, enfin, les urbanistes, les spécialistes prennent l'exemple de Bâle parce que c'est à Bâle où il y a eu en 2006 une expérimentation intéressante appelée la ville à la taille des enfants. Et puis, comme ça a plu, ça s'est un peu diffusé et donc du coup, ça a été primé quelques années plus tard par, une association suisse qui s'appelle, la rue de l'avenir, qui a aussi, une annexe en France, bon et donc c'est comme ça que ça s'est développé. Il y a 12 principes, je ne vais pas les énoncer là, mais c'est l'idée que, il faut que dans la ville, d'abord la signalétique, le mobilier urbain, la largeur du trottoir, les rythmes, de passage, des feux tricolores et cetera, tout soit adapté à la taille des enfants et au rythme des enfants. Et puis des idées que, l'enfant, doit pouvoir en allant à l'école, bah, être dissipé par, un oiseau qui passe, par, un autre personnage qui circule sur le trottoir. Bon et donc l'enfant n'est pas, un petit robot qui va gentiment à l'école en obéissant aux parents. Il est attiré par d'autres choses et donc il faut que son environnement lui permette, cette disposition, là et donc bien souvent non, la rue est triste. Quand on regarde, si on se met à la taille d'un enfant de 7-8 ans et qu'on marche à 4 pattes, on voit bien, que ce qu'il voit, bah, c'est des murs lépreux, c'est des trottoirs mal nettoyés, c'est des déchets canins et cetera. Bon, puis encore, il y a pas les odeurs des gaz d'échappement. Donc la ville n'est pas belle pour un enfant à sa taille et puis, moi, je crois qu'il faudrait des choses très simples. Il faudrait commencer par relier entre, les moindres espaces végétalisés. Oui, je dis pas espace vert exprès. Donc, un 2-3 arbres au pied d'un immeuble, un petit carrefour, qu'on n'a pas encore traité heureusement et puis, les parcs et jardins de la ville, bien sûr, le cimetière qui est aussi un lieu de promenade, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le stade et cetera et donc là, on pourrait faire ce que j'ai appelé une farandole verte et si on ne peut pas les relier réellement physiquement, on les relie symboliquement par une couleur verte qui montre qu'il y a une espèce de continuité, végétale. Parce que l'enfant, comme j'allais presque dire, c'est sa manière d'être au monde, il est toujours curieux. Il est toujours en train de questionner. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Du reste, souvent, les parents sont un peu embarrassés. Bon, et les enseignants aussi. Eh bien, ils vont voir un scarabée, ils vont voir des fourmis, par terre, ils vont se mettre accroupis, ils vont observer tout ça. Et cette observation-là, elle n'est pas assez valorisée à mon avis dans la ville. Heu, il faudrait que, l'on accepte que la ville soit un terrain d'aventure.
pour les enfants. Et donc pour ça, eh ben, il faut nécessairement, la sécuriser, c'est-à-dire mettre les voitures à leur place. Et commencer par, un ralentissement généralisé. Mais ça suffit pas parce que, j'ai observé quand même, et vous aussi, les patinettes, les trottinettes, les vélos qui sont sur les trottoirs. Et donc, alors là, on se dit: «Ah là, le pauvre enfant, il va plus savoir où donner de la tête», parce qu'il y a plus q il y a pas seulement les bagnoles, il y a aussi, ces grands dadais qui foncent. Et donc comment faire? Eh bien, là, il faut inventer peut-être, comme l'a fait à Bruxelles, un code de la rue qui vient compléter le code de la route. Et puis, pour vous donner un autre exemple d'une autre ville que Bâle, il y a, Pontevedra en Espagne, qui a réussi à, comment dire? Pas vraiment à piétonniser toute la ville parce que ce serait un peu artificiel, mais à faire à réussir à concilier, la circulation automobile avec la présence des enfants. Et ça, c'est massif. C'est-à-dire que c'est toute la population, tous les conducteurs, l'artisan qui va sur son chantier, le livreur de pain, et cetera. Bon, tout le monde fait gaffe aux enfants. Ils sont prioritaires partout dans la ville. Et ça, on a du mal à l'imaginer chez nous en France, bon, parce que, moi je vois, même j'habite à la campagne, même si je travaille sur la ville, et parce que l'urbain est partout, et je vois comment les automobilistes, même qui sont vraisemblablement des parents, ne se soucient aucunement des enfants Ouais, ouais, qui conduisent, hein. c'est vrai. Et vous pointez, du doigt l'attitude, en tant qu'adulte qu'on a vis-à-vis des enfants par rapport aux dangers et aux risques. Comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer nos comportements là-dessus, étant donné, tout de même l'ampleur des dangers auxquels les enfants peuvent s'exposer dans la ville? Alors, bah, d'abord, je crois qu'il faut commencer par une chose très simple, c'est, la confiance. Le maître mot des grands comme des petits du reste. Faire confiance aux petits et avoir confiance en eux. Parce que, quand on a créé les premiers terrains d'aventure, donc ça, c'est quelque chose qui naît au tout début du 19e siècle, en Allemagne. C'est un médecin qui s'appelle Christoph Faust, enfin, qui lance ça, parce qu'il y avait pas de, alors lui, il appelle ça en allemand, si on traduit littéralement, par une place pour le jeu des enfants. Bon, nous, on va le traduire en terrain d'aventure bien après, du reste, bon, et puis en playground, aux États-Unis. Bon, eh bien, il avait observé que les enfants, quand ils jouent entre eux, selon leur âge, l'un surveille, entre guillemets, l'autre, c'est en prend soin, et donc finalement, il peut y avoir des petits différends, des conflits, des petites bagarres, mais c'est jamais quelque chose de terrible parce que, ça se compense. L'un regarde l'autre, et cetera. Nous, on a inventé les aires de jeu, qui est une absurdité, j'appelle ça des parkings à enfants. Des aires de jeu où il y a des agrès standardisés, un toboggan, en métal généralement assez moche, un tourniquet, bon, et cetera, un tape-cul, bon, tout ça, ça ne stimule pas, l'imagination des enfants. Colin Ward, qui est un anarchiste britannique très connu, qui a écrit un très beau livre en 1978 déjà sur les enfants dans la ville, expliquait, il avait observé que les enfants, ils jouent avec rien. Un bout de ficelle, 2 bouchons ou même rien du tout. Ils dessinent dans l'air comme ça: «Attention, là, j'ai mon cheval, je suis sur mon cheval», et puis bon, et évidemment, il est pas là. Mais c'est donc les enfants, ils ont une capacité de jouer sans support. Or nous, toujours normalisateurs, on a inventé, ce qui est une absurdité, des jeux pédagogiques. En donnant des classes d'âge, et on voit les grands-parents qui vont acheter ça pour Noël au supermarché du coin. «Ah, attends, je prends ce jeu, c'est pédagogique et c'est pour les 3-5 ans». Bon, alors que les enfants, ils se mélangent, et il y a les frères et sœurs, et tout ça, bon, ça fonctionne ensemble évidemment. Donc la il n'y a pas de jeu pédagogique. Si on me dit: «On fait un jeu pédagogique», je m'en vais, parce que c'est absurde. C'est pas du jeu. La Ouais. pédagogie, c'est tout à fait autre chose. Et le jeu, il y a un très grand livre d'un sanskritiste néerlandais qui s'appelle, Johan, Huizinga, qui publie en 1938 Homo ludens, qui en latin signifie, l'homme ludique, et ce livre est traduit en français en 1951. Et c'est un livre très important parce qu'il, est très culotté, vous allez voir. Et il dit, heu ah, les anthropologues, les gens qui étudient les sociétés différentes commencent à parler de la culture, et puis dans la culture, ils mettent, l'art culinaire, le maniement des outils, le langage, et cetera, et puis le jeu. Et lui, il dit: «Ben, ça, c'est un classement, idiot, parce que
à l'origine de la culture, il y a d'abord le jeu. Donc là, il inverse le processus, c'est qu'on part du jeu et qui n'est pas une compétition, une rivalité. Évidemment, il prend le terme grec du jeu agonique, c'est-à-dire, la compétition, mais c'est une compétition pour rien d'autre que le plaisir de jouer. Et donc, il y a rien de méchant derrière ça, comment dirais-je? De captation, de subordination, non, pas du tout. Heu et on a perdu, ce jeu pour rien et j'observe des cours d'enfants avec, plaisir ou dans certains parcs municipaux, je m'aperçois que même à l'heure de la de la généralisation des écrans, tout d'un coup, il y en a un qui tape sur l'épaule de l'autre et qui dit: «Chat» et puis qui part se cacher ou qui part courir et l'autre le poursuit. Et alors là, je me dis: «Ah, tout n'est pas perdu». Ouais. Et comment on replace le jeu au centre de nos villes alors qu'elles sont elles-mêmes pas adaptées pour les enfants? Alors ça, c'est un énorme effort. Il faut que les pompiers, les urbanistes, la police, les élus, modifient totalement leur manière de concevoir la ville. On part plus de fonctionnalité. Parce que c'est ça le grand danger de la ville, c'est qu'elle est fonctionnelle. Elle n'est pas émotionnelle, elle n'est pas relationnelle, elle n'est pas sensorielle. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en avant et on peut y arriver. Alors il faut là des élus, puis toute une équipe municipale, comment dirais-je? Non seulement convaincue, mais mais qui ose prendre un certain nombre de décisions. Par exemple, alors le mot interdire me gêne beaucoup parce que ça devrait aller de soi, mais réglementer, on va dire plutôt, l'accès de la rue où se trouve l'école, par exemple, de telle heure à telle heure ou à le moment de la rentrée des classes et de la sortie, eh bien, il y a pas des voitures qui viennent se garer en double file avec la maman ou le papa à leur portable, qui attendent de repérer le gamin qui sort et puis le font monter dans leur, 4x4 qui pèse 2 tonnes. Non, non, là, il y a vraiment, revenir à une rythmique, à une temporalité corporelle. C'est-à-dire qu'on doit aller à l'école à pied ou à vélo éventuellement. Et les parents doivent aussi être à pied et à vélo. Ce qui veut dire que si on veut donner une place importante aux enfants dans la ville ou dans n'importe quel territoire, c'est pareil pour un village ou un lotissement pavillonnaire, il faut modifier notre emploi du temps à nous, des adultes. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que toute territorialité est combinée à ces temporalités. Et ça, on en est loin parce que, Ouais. nous-mêmes, adultes, on est souvent, en porte-à-faux avec notre, chronobiologie. Ouais. J'avais publié il y a très longtemps, du reste, c'est le seul livre que j'ai très bien vendu, L'art de la sieste. Ça paraissait une blague, mais c'était très très sérieux. L'art de la sieste, donc siesta, c'est un terme qui vient de l'espagnol, c'est la 6e heure, c'est midi, si vous voulez et on s'aperçoit que nous avons alors après les chronobiologistes sont venus pour légitimer ça et puis l'argumenter. On a un petit moment de vacances, d'esprit, on est un peu entre 2, on a un petit coup de fatigue vers 1 heure de l'après-midi, 1 heure, 1 heure et demie et on une courte sieste répare la chose tout de suite. On recharge nos batteries comme on dit, mais une courte sieste, 10 minutes, un quart d'heure et hop, on redémarre et bien, bien souvent, la vie sociale, les horaires et cetera, font qu'on ne peut pas pratiquer cette petite sieste. La distance entre le lieu de travail et le lieu d'habitation fait que c'est pas possible. Alors, il y a des firmes, au Japon, paraît-il, assez malines, qui ont inventé des siestoirs. Donc, il y a une pièce spéciale où on peut aller, se reposer quelques minutes. Mais la sieste, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que c'est surtout, l'intimité de notre rapport au temps. Et donc, les spécialistes des rythmes scolaires, par exemple, comme Montagnier ou d'autres, ont expliqué comment les enfants, jusqu'à 7-8 ans, ont 2 moments où ils sont un peu justement entre 2. Ces moments, c'est 8h30, 9h le matin et 1h30, 14h l'après-midi. Les 2 moments où on rentre à l'école. Ouais. Ouais. Mais en même temps, si on décalait les horaires pour les enfants, bah, ça bouleverserait Mmh. les horaires de tout le monde. Bien sûr. Mais c'est ça qu'il faut faire. Ben oui, oui, non, mais je suis d'accord et moi, il y a quelque chose qui m'a aussi frappée, dernièrement, c'est également à quel point les transports sont peu adaptés aussi, à nos enfants dans les villes, je parle pas du métro parce qu'alors là, c'est c'est gravissime, mais même le train,
Il me semblait qu'il y a quelque temps, la SNCF, j'avais entendu dire, avait des espaces organisés spécialement pour les enfants. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, quand on prend le train, quand on a envie d'avoir un transport plus écologique, qui est pour autant pas du tout adapté aux enfants, puisque, comme vous le disiez, la sieste nous interroge sur notre intimité et le temps, mais quand on parle même de la sieste des enfants, il en est même impossible de les respecter quand on décide de se déplacer. Absolument, non, et puis, alors j'ai vu, ça existe, mais enfin c'est rarissime, hein, vous avez absolument raison. J'ai vu une fois ou 2, ça m'a même vraiment même étonné, où, dans un wagon, la moitié du wagon était, bien tapissée de moquettes au sol, afin que les enfants puissent ramper, marcher, s'asseoir, jouer par terre. Il y avait absolument aucun siège. Mm. Donc c'était vraiment, conçu comme un espace de jeu. Mais c'est rarissime. Mm, D'habitude, mm. c'est: «Tiens-toi droit, tiens-toi à ta place, ne bouge pas», et Ne cetera. Bon, fait pas de bruit. les toilettes ne sont pas conçues du tout pour les Exactement. enfants. Les boutons, enfin, d'interruption de, moi, la première fois, je me souviens très bien, quand j'ai pris le métropolitain, j'avais pris le bus, plus d'une fois à 7-8 ans, et pour appuyer, déjà, c'était pas facile de commander l'arrêt du bus, et puis la première fois que je prends le métropolitain, j'ai cherché désespérément un bouton pour, pour dire que je descendais à la station suivante. J'avais pas compris que le métro s'arrêtait à toutes les stations. Alors ça, j'ai trouvé ça pratique, mais j'ai eu un moment d'angoisse, je m'en souviens encore, parce que: «Non, mais comment s'il s'arrête pas?» Et alors, donc ça, l'apprentissage des transports en commun par les enfants, c'est aussi un élément de la classe, par exemple. Il faut que la classe prenne le bus, l'autocar, le métro, le tramway avec, tous ensemble la première fois pour expliquer comment ça fonctionne, et ça fonctionne pour tout pareil. Pourquoi ne pas faire classe, dans un garage un jour? Pourquoi pas faire classe dans une bibliothèque municipale un autre jour? Pourquoi pas faire classe, dans une boulangerie un troisième jour? Pour voir comment les métiers se déroulent, comment la vie sociale se prend, parce que c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, le milieu dans lequel on vit, c'est pas simplement le rapport à la biodiversité, tout ça est très, très bien, mais c'est aussi les milieux sociaux. Beaucoup d'enfants, n'ont jamais été ailleurs que dans leur rue, et encore. Dans le livre de Colin Ward, qui date de 78, je le rappelle, donc ça a certainement un peu changé, il fait état d'une enquête sur les loisirs des enfants d'un quartier déshérité de Londres. Heu, Aucun enfant n'avait été au bord de la Tamise. On pourrait dire la même chose ici, plein d'enfants de Marseille n'ont pas été sur la plage. Donc oui, donc la découverte du milieu, dans son extraordinaire diversité, est constitutif de notre conscience Mmh. environnementale. C'est pour ça que je suis Malheureusement, pour que, génial. ces choses-là évoluent, on est quand même très tributaire des décisions, politiques, qui malheureusement, en termes d'enfance, sont assez peu disruptives dans notre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'adultes pour essayer de ramener nos enfants à une autonomie, notamment dans leurs déplacements, dans leur lieu de vie? On peut d'abord, comme ça existe, dans certaines villes suisses, et italiennes, avoir des boutiques qui possèdent un petit macaron à la hauteur des enfants, Mmh. qui indique que c'est une boutique amie des enfants, et que s'ils ont quelque chose, ne serait-ce qu'envie de faire pipi ou une inquiétude, ils veulent prévenir les parents ou je sais pas quoi, ils savent que là, ils seront bien accueillis. Mmh. Donc déjà, ça les C'est chouette. rassure, et ça Mmh. rassure aussi les parents. Bon, et ça donne des parcours dans toute la ville. Mmh. Alors nous, on n'en est pas encore là, bien évidemment. Bon, et c'est au contraire, si un enfant rentre dans une boutique, on pense qu'il va voler quelque chose, Ouais, ouais. on l'observe, la caméra de vidéosurveillance le 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 se projette sur lui, bon, enfin bref. Ça, c'est un premier pas. Le deuxième pas important, c'est que, il faudrait que dans toutes les villes, il y ait une consultation des enfants. Ouais. Alors évidemment, ça, quand j'ai dit ça plusieurs fois dans des réunions publiques, et les parents, trouvaient que j'étais ridicule, que c'était huluberlu comme remarque. «Ah bon, vous allez demander à des enfants d'une crèche de dessiner leur crèche?» Et je répondais: «Oui», mais je savais que c'était pas facile, évidemment. Mais pour un âge un peu plus ouais, c'est tout à fait envisageable. J'ai participé à plusieurs ateliers, ça se fait de plus en plus, du reste, des ateliers avec des enfants, et je suis, étonné,
de leur curiosité d'une part, mais aussi de leurs suggestions. C'est la même chose pour les adultes, à dire vrai. Il n'y a pas assez de concertation, il n'y a pas assez de débat public, tout ça on le sait très bien, parce que, les décideurs et les professionnels de l'architecture ou du paysage n'ont pas appris à parler avec les habitants et n'ont pas appris non plus à parler avec des enfants, encore moins. Donc du coup, ils ne savent pas se taire, par exemple. Moi, j'ai vu plusieurs opérations de concertation où l'élu avec l'architecte, heu, monopolisait la parole pendant 2 heures, expliquait leur projet, puis c'était terminé, c'était pas une concertation. La concertation, c'est j'arrive, je suis l'élu, mais je me tais parce que je viens m'informer auprès de vous, les habitants. Et donc les enfants, alors à Sion, qui est une ville suisse, j'avais participé à cette réunion, le conseil municipal pour enfants, pas d'adolescents, hein, des enfants, avait demandé une journée entière de discussion avec les membres du conseil municipal, tous les membres du conseil municipal. Et donc, ils ont trouvé un lieu dans la ville qui était un peu à l'écart pour faire cette réunion et les enfants ont confisqué tous les téléphones portables en disant: «Sinon vous êtes toujours tellement important, vous êtes toujours à quelque chose et vous allez pas être avec nous pour discuter». Alors, certains étaient pas contents, «Oui, mais moi j'ai des responsabilités, ceci, si il faut m'appeler d'urgence». Bon, ils ont quand même joué le jeu et en fait, la conclusion, c'est qu'ils étaient tous étonnés, parce qu'ils ont appris plein de trucs et des tas de choses auxquelles ils ne songeaient absolument pas. Ce qui pouvait leur apparaître comme un obstacle ne l'était pas. Ils se sont aperçus qu'il fallait effectivement beaucoup plus planter d'arbres, qu'il fallait, respecter la toponymie. Si par exemple la rue s'appelle rue des Sapins et qu'il y a pas de sapins, on était étonnés, ils disent: «Mais planter des sapins?» Alors donc vous voyez toutes ces choses-là ça se fait progressivement évidemment. Un élu ne peut pas, tout décider et tout réaliser mais, hem les panneaux, par exemple, quand j'avais participé à un concours d'Astrapi, dessiner un panneau, et ben, c'était extraordinaire. On a peut-être regardé 7 000 panneaux, il y en a qui étaient mal dessinés, mal coloriés, et cetera. Pas beaucoup d'idées et d'autres, au contraire, c'était très, très judicieux et ce qui m'avait frappé lors de ce jury, c'est que la plupart des panneaux des enfants étaient des panneaux de permission, Mmh. pas d'interdiction. C'est rare les panneaux de permission. Ouais. Permis de mâcher du chewing-gum, permis de de faire des blagues, et cetera. Il y a et ça m'avait, tout à fait, séduit parce que en fait, si on écoutait les enfants, si un élu marchait avec un enfant en disant: «Montre-moi ta ville, Ouais. raconte-moi ta ville. Je me tais, je te suis, je prends des notes, tu m'expliques tout ce qui te plaît et tout ce qui ne te plaît pas». Voilà, aussi simple que ça. Bah, rien que ça déjà, c'est un acquis, Bien conséquent. sûr, ouais. C'est ce Alors, que on n'a pas j'aimais. mentionné un point important, parce que c'est encore plus compliqué, c'est que les enfants, c'est des petits garçons et des petites filles. Donc, et puis il y a même, paraît-il, de plus en plus de transgenres pour les adolescents. Donc c'est aussi comment leur parler, comment les écouter, comment savoir ce qui les concerne plus que d'autres. Parce on observe bien si on voit, si on lit et si on voit le film sur, les enfants, comment ça s'appelle? Le livre de Louis Pergaud, j'avais ça en tête un instant, enfin ça va me revenir. Les petits garçons et petites filles jouent tout à fait, ensemble pareillement. Il y a même des petites filles chefs. Tandis que, passé un certain âge, c'est plus comme ça. Par exemple, là, la cour de récréation, du collège, par exemple, c'est les grands garçons qui jouent au foot et puis ça exclut les petites filles et ça exclut, les garçons plus petits. Donc on voit bien comment, il y a des rapports entre garçons et filles qui ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas forcément les mêmes jeux, hein. Les petites filles jouent à l'élastique encore aujourd'hui, les petits garçons vont plutôt avoir des trucs un peu plus violents, gendarmes et voleurs, bon là des combats, des choses comme ça, bon. Mais il faut tenir compte de ça, mais pour ça, il nous faut une information, hem, et très, très peu d'études se font Ouais, sur les enfants. bien sûr. Ce que j'aimais aussi beaucoup dans votre livre, c'est que vous partagez l'exemple, justement, qu'on laisse les enfants, dessiner les parcs qui leur sont, destinés et qu'on aurait probablement des parcs qui auraient, une toute autre, organisation que celle qu'on propose actuellement. Ben oui, parce que
Il y aurait des petits bosquets pour se dissimuler, il y aurait un relief plus accidenté pour pouvoir justement jouer avec la dénivellation de l'eau, par exemple. Il y aurait des bûches ou des bouts d'arbres ou des bouts de branchage qu'on pourrait utiliser pour faire des cabanes. La cabane, c'est assez étonnant parce que lorsqu'on regarde à l'échelle planétaire, y compris dans des pays du Sud, dans des pays plus pauvres, dans des pays où il n'y a pas d'école aussi structurée, etc., que chez nous, on s'aperçoit que la construction de la cabane est quelque chose de partagé. Et que l'important, c'est de faire la cabane, ce n'est pas de la réaliser. Elle peut très bien ne jamais être terminée, c'est pas grave. Et puis après, on peut la casser, on peut la brûler, c'est pas gênant non plus. Ce que je raconte dans mon livre, c'est que les terrains d'aventure, sans qu'on le sache, offrent aux enfants les 4 éléments. La terre, l'air, l'eau et le feu, c'est des éléments qui sont là. Il y a de la terre, on prend de la terre, on la modèle, il y a un petit ruisseau qui est là, on fait un peu de boue avec ça, et puis ensuite on essaie de le modeler, et puis on court vers un copain ou une copine et dit: «Ah bah tiens, je t'ai fait un gâteau, mange le gâteau». Et l'autre enfant joue le jeu, évidemment. Prend «Ah oui, qu'est-ce qu'il est bon!» Bon. Et puis tout ça, voilà, tout se met en place, comme ça, une espèce de scénographie qui joue avec les 4 éléments. Et les 4 éléments, ils sont contradictoires en eux-mêmes chez les Grecs. On dit que c'est Empédocle, mais en fait, c'est plutôt Aristote qui a réfléchi sur la terre, l'air, l'eau, le feu. La terre vous nourrit, mais vous ensevelit quand vous êtes mort. L'eau vous désaltère, mais peut inonder votre maison. Le feu vous réchauffe, mais peut incendier votre demeure, etc., etc. Donc, l'enfant, sans le savoir, sans avoir un cours de philosophie, il prend conscience de la contradiction, de la dialectique du monde. Et ça n'a pas de prix. C'est pour ça que je suis favorable à une école élémentale et non pas une école élémentaire. Je suis vraiment pour que nous soyons dans l'élément. Alors, quand on dit il faut que l'enfant va dans un terrain d'aventure, il a dans sa poche une boîte d'allumettes et un canif. Quand je dis ça dans une conférence, tous les parents sont offusqués. Et là, je témoigne que dans les terrains d'aventure en Allemagne, au Danemark, en Hollande, en Belgique, les enfants ont un canif et puis une boîte d'allumettes. Ils font un feu de camp. Qu'est-ce que c'est beau, un spectacle d'un feu. Vous avez cette espèce de danse de toutes les flammes, une chorégraphie extraordinaire. Vous êtes émerveillés, vous restez des heures. C'est un jeu, un spectacle. Et là, on va dire: «Ah non, 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 s'ils ont des allumettes, ils vont foutre le feu, c'est pas possible, ils vont se blesser». À une autre échelle, moi qui connais bien la pédagogie Montessori, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on leur donne rapidement des couteaux adaptés pour qu'ils coupent les légumes et Oui, les fruits eux-mêmes. Et c'est vrai que souvent, beaucoup d'adultes sont très ébahis devant des enfants qui coupent ces aliments avec un vrai couteau tranchant et on n'a jamais d'accident, hein. mais non, c'est pour ça que là, vous voyez, dans l'école, si on prend alors, à l'origine, parce que ça change évidemment, mais à l'origine chez Montessori, par exemple, le repas du midi se déroulait dans la classe et non pas dans la cantine qui est généralement peu insonorisée, donc c'est un lieu très bruyant, il y a trop d'enfants, ça va pas du tout. C'est pas, il faut du calme pour manger et partager. Et donc dans une cantine, c'est pas possible. Et, et surtout, c'est que l'activité de mettre le couvert, de préparer le repas, de le servir, de débarrasser, de faire la vaisselle, c'est un enseignement, c'est Bien un sûr. cours. Et Et les ça, enfants adorent. mais évidemment, évidemment. Et c'est pas compliqué à faire, ça. Et pourquoi on ne le fait pas? Oui. Bah, merci infiniment Thierry pour tout ça. J'ai une dernière question rituelle. Comme vous le savez, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Et ma question est donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain? Ben, je leur souhaiterais de garder en eux cette part d'enfance. Mm, mm. Je suis bien d'accord. Eh ben, merci infiniment. Ben, merci à vous. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn,
en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.